Vous êtes-vous déjà demandé combien de vies ont été perdues pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'il est advenu de tous ces corps? Le nombre de décès est stupéfiant et le sort de ces corps est une histoire souvent méconnue. Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'on ne vous a jamais dit sur ce qu'il est advenu des cadavres pour le D-Day. Dévoilons les détails qui restent souvent dans l'ombre. Les histoires non racontées du D-Day. Mais avant de révéler ce qu'on ne vous a jamais dit sur ce qu'il est advenu des cadavres du D-Day, laissez-moi vous demander si vous savez ce qu'est le D-Day. Le D-Day, également connu sous le nom d'opération Overlord, n'était pas un jour comme les autres dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il marquait un tournant dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés ont débarqué sur les plages de Normandie dans ce qui allait devenir la plus grande invasion amphibie de l'histoire militaire. Cet événement monumental a non seulement mis à l'épreuve le courage de milliers de soldats, mais a également préparé le terrain pour la libération éventuelle de l'Europe occidentale de l'occupation nazie. La planification du D-Day était méticuleuse et semée de défis. Initialement prévue pour le 5 juin, l'opération a été reportée d'un jour en raison des conditions météorologiques défavorables, une décision qui s'est avérée cruciale pour le succès de l'invasion. Les Alliés, comprenant des forces des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations, avaient passé des mois à rassembler des renseignements et à se préparer pour l'invasion. Cependant, ils devaient non seulement se battre contre l'armée allemande, mais aussi contre le temps et la nature elle-même. Le terme D-Day désigne le jour où une attaque ou une opération militaire doit commencer. L'échelle de l'opération Overlord était sans précédent avec des plans impliquant des milliers de navires, d'avions et de troupes convergeant sur une seule étendue de côte. L'objectif était clair, percer le mur de l'Atlantique de Hitler, une série massive de fortifications s'étendant de la Norvège au sud de la France. À l'aube du 6 juin, les premières vagues de soldats alliés ont débarqué sur les plages de Normandie surnommées Omaha, Utah, Gold, Juno et Sword. Malgré la planification minutieuse, rien n'aurait pu préparer les troupes à ce qui les attendait. Les défenses allemandes étaient robustes, équipées de défenses en béton, d'obstacles anti-débarquement et de troupes expérimentées prêtes à défendre leur territoire. Les premières heures de la bataille des plages furent brutales et chaotiques. De nombreux soldats ont perdu la vie sur ces rivages. Mais les débarquements en Normandie étaient bien plus qu'une attaque militaire. Ils étaient une bataille pour la liberté. Chaque tête de pont gagnée était un pas de plus vers la défaite de la tyrannie qui s'était répandue à travers l'Europe. Les soldats, dont beaucoup étaient de jeunes hommes, ont montré un courage et une détermination remarquables. Ils ont combattu sous un feu intense, dans des eaux minées et à travers des obstacles incessants pour établir une tête de pont sur le continent européen. En coulisses, la tromperie a joué un rôle clé dans le succès du D-Day. Les Alliés ont exécuté une série de campagnes de désinformation nommées Opération Fortitude pour induire les forces allemandes en erreur sur le moment et le lieu de l'invasion réelle. Ils ont divulgué de faux plans, créé des armées fantômes équipées de tanks gonflables et diffusé de fausses transmissions radio. Même le matin de l'invasion, les forces alliées ont bombardé Calais à des kilomètres de la Normandie pour convaincre les Allemands qu'une attaque à grande échelle était imminente là-bas. Malgré les lourdes pertes initiales, la persévérance des Alliés a commencé à porter ses fruits. Tout au long de la journée, ils ont lentement surmonté les défenses allemandes et au crépuscule, les 5 plages étaient sous le contrôle allié. Ce succès, cependant, a eu un prix élevé. Des milliers de soldats ont fait le sacrifice ultime du D-Day et beaucoup d'autres ont été blessés dans l'effort de percer le mur de l'Atlantique et de repousser les forces allemandes. La victoire en Normandie a marqué un tournant crucial dans la Seconde Guerre mondiale et a souligné l'importance de l'unité et de la coopération entre les nations alliées. Les débarquements ont démontré le pouvoir des forces combinées travaillant vers un objectif commun, la défaite de l'Allemagne nazie. Après l'établissement réussi d'une tête de pont en Normandie, les forces alliées ont continué à avancer, libérant finalement Paris et marchant vers Berlin. Le prix payé pour le D-Day. Maintenant, vous devez vous demander quel est le véritable bilan du D-Day, l'opération légendaire qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les écrits de bravoure et de triomphe stratégiques soient souvent racontés, la réalité sombre des pertes subies reste éclipsée. La période de 24 heures connue sous le nom de D-Day, spécifiquement le 6 juin 1944, se distingue comme l'une des plus intensément combattues et coûteuses de l'histoire militaire. Ici, nous plongeons dans les détails de ceux qui ont perdu la vie sur les plages de Normandie et les efforts minutieux pour enregistrer et honorer leurs sacrifices. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'invasion alliée, connue sous le nom d'opération Overlord, était une démonstration de puissance militaire et de coordination impliquant plus de 500 000 soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations alliées.
Ils ont affronté une défense allemande redoutable le long du mur de l'Atlantique fortifié, s'étendant de la Norvège à la côte sud de la France. Les enjeux étaient incroyablement élevés, tout comme les pertes humaines. Ce jour-là, on estime qu'environ 4400 soldats alliés sont morts. Les plages de Normandie, surnommées Omaha, Utah, Sword, Juno et Gold, ont été les théâtres de ces pertes poignantes. Les premières vagues ont été confrontées à la résistance la plus brutale, avec des jeunes hommes se jetant directement dans la ligne de tir de l'artillerie allemande, des mitrailleuses et des champs de mines. Malgré le chaos de la guerre, il était crucial d'enregistrer les pertes avec précision. Pourtant, la nature tumultueuse des batailles sur les plages et la poussée ultérieure à l'intérieur des terres ont rendu cette tâche ardue. De nombreux soldats, pris dans la tourmente de la bataille, se sont retrouvés déplacés parmi différentes unités et certains ont été emportés par la mer ou tués dans de graves accidents d'avion. Le défi n'était pas seulement de se battre, mais aussi de garder un compte précis en pleine mêlée. La tâche minutieuse de documentation des morts a été reprise des années plus tard par Carol Tugwiller pour la National D-Day Memorial Foundation. Grâce à une recherche laborieuse et à un examen minutieux des dossiers militaires de la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup ont malheureusement été détruits dans un incendie des années 70, elle a cherché à compiler le décompte le plus précis possible de ceux qui ont péri. L'approche de Carol consistait à confirmer les décès du D-Day enregistrés dans les rapports après-action et à les croiser avec d'autres dossiers disponibles. Le processus était méticuleux car elle s'efforçait de s'assurer que chaque décès enregistré avait bien eu lieu le 6 juin, reconnaissant que la confusion entraînait souvent des inexactitudes. Le nombre de pertes alliées le D-Day a fait l'objet de rapports variés, initialement estimés entre 5 000 et 12 000. Après des recherches rigoureuses, les efforts de Carol ont permis d'identifier 4 414 noms, désormais gravés sur des plaques en bronze au National D-Day Memorial de Bedford en Virginie, une ville profondément touchée par la guerre, ayant subi les plus lourdes pertes par habitant lors du D-Day. Cet endroit a été choisi pour sa signification symbolique et le mémorial se dresse comme un rappel solennel du lourd tribut payé. Les pertes allemandes ont également été considérables avec des estimations allant de 4 000 à 9 000 soldats tués, blessés ou capturés. Ces chiffres soulignent la nature féroce et désespérée des combats des deux côtés. Le lieu de repos final. Vous vous demandez encore ce qu'on ne vous a jamais dit sur ce qu'il est advenu des cadavres du D-Day ? Voici ce qu'il s'est passé après ces premières et hâtives sépultures sur les plages de Normandie. Après le D-Day, les plages de Normandie ont été les scènes à la fois de triomphe héroïque et de réflexion sombre. Une fois la menace immédiate disparue et les forces alliées ayant sécurisé les têtes de pont, l'attention s'est tournée vers la gestion plus respectueuse des restes des soldats tombés. Le processus de transfert des corps des tombes temporaires vers des lieux de repos plus permanents était à la fois un défi logistique et un devoir solennel. Les unités de l'enregistrement des tombes, ou GRU, étaient les équipes spécialisées responsables de cette tâche délicate. Après les premières sépultures dans les sables où ils étaient tombés, ces unités ont pris la responsabilité de s'assurer que chaque soldat était comptabilisé. Les GRU ont soigneusement exhumé les corps de leur lieu de repos temporaire, souvent marqués seulement par des croix rudimentaires ou des étiquettes placées par leurs camarades dans la précipitation du combat. Une fois identifiés, les corps ont été préparés pour une nouvelle sépulture dans des cimetières militaires permanents établis en Normandie. Le cimetière américain de Normandie et le mémorial de Colville-sur-Mer est peut-être le plus renommé de ces lieux. Il se dresse aujourd'hui comme une vaste étendue de croix blanches et d'étoiles de David, chacune marquant le lieu de repos final de près de 10 000 soldats américains qui ont donné leur vie pour la libération de l'Europe. Les terrains soigneusement aménagés et l'atmosphère solennelle servent de rappel poignant du grand coup de la guerre. Saviez-vous que les soldats étaient enterrés de cette manière après le D-Day ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.